Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle tragédie sur une autoroute française, sur l'A9 à hauteur de Roquemaure. 23 passagers d'un car espagnol ont trouvé la mort. 8 sont dans un état critique. Je m'appelle Benjamin Gobert, j'ai 37 ans, je suis marié avec 2 enfants, une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 6 ans. J'étais présent au moment de l'accident, donc il y a 20 ans, à Roquemaure. Lorsque le car s'est renversé sur l'autoroute entre Valenciennes et l'Espagne. L'accident s'est produit le 10 juillet en pleine nuit, donc on descendait en autocar avec mon frère et ma cousine et un ami. On prenait le bus à Valenciennes, donc on est monté dans ce bus qui était magnifique, un bus Starbus, je me rappelle très bien, avec des étoiles dessus, des drapeaux, c'était superbe, blanc et puis des vitres très noires, très fumées. On a dit waouh, on monte dans un bus de luxe, donc on était contents de partir tous ensemble pour l'Espagne. Et puis donc du coup on a roulé beaucoup, il a fait très chaud. On s'est arrêté plusieurs fois, je me rappelle des aires de repos encore quand j'y passe en vacances, je me souviens de ces aires où on s'était arrêté. Et puis ensuite on a pris la route de nouveau une dernière fois pour la nuit, passer la nuit dans le car. Et on avait hâte aussi de passer la nuit, ça allait être sympa, il allait y avoir des films qui allaient passer et tout ça, donc c'était chouette. Et puis en pleine nuit, tout le monde s'est tu, tout le monde dormait. Et puis on s'est réveillé d'un coup par un crissement de pneus, de freins. Et puis là, il y a des hurlements dans le car. Et le car, c'est en fait, on a senti que le car louvoyait à droite à gauche sur l'autoroute. On comprenait pas très bien ce qui se passait parce qu'on était endormis, donc on a tous été réveillés un peu en sursaut. Et puis le car s'est renversé. Et puis moi j'étais du côté droit et je me suis retrouvé complètement du côté gauche, mais debout dans le car renversé. Donc j'étais debout sur le siège de gauche, alors que moi j'étais normalement à droite. Donc je me suis fait complètement expulser et dessous moi il devait y avoir quelqu'un, mais je ne voyais pas, il faisait nuit. Et j'étais debout accroché sur le siège pour essayer de tenir et pas essayer de glisser vers le bas, quoi. Et puis c'est là où on a senti que le car il avançait, il glissait sur cette glissière de sécurité, mais je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais peut-être 1 minute, 2 minutes, mais ça semblait éternel. Et puis à un moment donné, il s'est arrêté, il s'est stabilisé. Et puis là, je suis sorti du car, toujours en ayant une pensée pour mon frère et ma cousine qui étaient vraiment tout à l'arrière du car, mais à gauche. Puis là, j'ai compris que de toute façon, c'était terrible parce que quand on est sorti, on avait du sang sur nos vêtements. Et donc, on est sorti du car par l'avant, par le pare-brise qui avait explosé. On ne sait pas pourquoi il avait explosé, mais en tout cas, on a pu passer, s'échapper par là. Et puis de là, on a entendu les secours qui sont arrivés très rapidement. Et puis après, ça a été les longues heures de témoignages, d'attente pour savoir un peu ce qui s'était passé. Mais on avait compris tout de suite que c'était grave, quoi. Cet accident de Roquemaure, il faut bien comprendre, d'abord essayer de comprendre comment et pourquoi cet accident survient. Donc on est sur l'autoroute, je vous rappelle qu'on est au mois de juillet, il fait très beau, très chaud surtout, et cet accident comme par hasard a lieu en pleine nuit, sur une ligne régulière, et on découvre que le conducteur de cet autocar a quand même fait 9000 km en 10 jours. Les 10 jours qui ont précédé, ce qui est absolument inimaginable. Donc je ne vois pas comment cet homme ne peut pas être fatigué. Et j'ai envie de dire qu'à cette heure de la nuit, sur l'autoroute, le travail en tant que conducteur est quasiment nul. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de courbe, on négocie pas de courbe, il n'y a pas d'intersection, il n'y a rien à négocier. Il y a rien à faire, on passe même pas les vitesses. Donc il ne fait rien, il est très fatigué. Il a pris des stupéfiants pour un petit peu ajouter à la catastrophe, et il fait comme tous les gens qui sont dans l'autocar, il s'endort. Donc ce n'est pas de l'hypovigilance, c'est de l'endormissement. Cet endormissement, comme celui qui a lieu pour tous les conducteurs dans un autocar ou dans une voiture, c'est peut-être 2-3 secondes, guère plus, mais c'est suffisant, qui plus est à 110 km/h. Donc, et au moment où il ouvre les yeux, il y a une semi-remorque qui est juste en face de lui.
Donc c'est juste quand il ouvre les yeux, la manœuvre qu'il va faire pour éviter l'accident, et c'est à ce moment-là qu'il perd le contrôle de son véhicule. C'est-à-dire, au lieu de chercher à éviter en douceur et lentement la semi-remorque, c'est un coup de volant anormalement violent, et à partir de là, c'est terminé, il perd le contrôle de son véhicule. L'autocar va traverser les voies, arrive sur la glissière centrale, se renverse, et quand il se renverse, il est encore aux alentours de 85 km/h, il se renverse et il rippe pendant exactement 80 mètres avant de s'immobiliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on voit le car accidenté et quand on n'est pas habitué, on voit la face qui a glissé contre la glissière et on a l'impression, je dis bien l'impression, qu'il y a des déformations importantes. Il n'y a aucune déformation de structure. Ce qui a été abîmé, c'est un peu l'habillage latéral de l'autocar. L'autocar par lui-même n'a absolument rien. Et la preuve en est que lorsque le juge décide, les autorités et le juge décident de faire une reconstitution, on met des gendarmes auxiliaires dans l'autocar et qu'il n'y en a pas un seul qui a du mal à s'asseoir à sa place. Tout le monde est assis normalement à sa place. Il n'y a aucune déformation dans cet autocar. Donc on a un autocar, certes, qui s'est renversé, mais qui n'a pas de déformation de structure et un bilan humain catastrophique. Donc 22 morts dans un premier temps. Ultérieurement, on sait qu'une personne va mourir. Donc on va arriver à 23 morts. On a au moins 7 blessés très graves. C'est quand même un bilan humain absolument catastrophique. C'est parmi les accidents d'autocar, c'est pas le plus grave, mais c'est parmi les accidents les plus graves. Alors qu'on a un autocar qui, lui, n'a aucune déformation de structure, qui est intact. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les occupants ont été soit éjectés total, soit éjectés partiel, et dans les deux cas, ce sont des mécanismes lésionnels gravissimes. Ça veut dire qu'on attache correctement ces gens dans l'autocar, on n'a plus d'éjection totale, et on a très peu d'éjection partielle, et on a un bilan divisé par 4 ou 5. Nous sommes Jean-Luc et Michel Gobert. Je suis personnellement présidente d'une association qui s'appelle Citoyenneté routière. Cette association a été créée il y aura bientôt 20 ans avec des amis, d'autres personnes intéressées par la citoyenneté routière. Et cette association a été créée suite à un accident d'autocar dans lequel nous avons perdu un fils de 15 ans et une nièce du même âge. À la suite de l'accident, on a réalisé que même dans un autocar, on pouvait avoir un accident gravissime. Même si c'est un des transports très sécurisants, là on était devant quelque chose qui arrivait, qui nous a bouleversés, qui nous a détruits, je dirais, même à ce moment-là. Et on s'est dit qu'on voulait plus que ça se reproduise et qu'il fallait mettre au courant les autres que de ce qui pouvait arriver. Donc c'était le but de la création de l'association. C'était finalement une information auprès des autres pour que ce qui nous était arrivé n'arrive plus. En 1995, la ceinture n'existait pas dans les autocars et que depuis, la réglementation a évolué en partie à cause de cet accident-là, et qu'aujourd'hui, elle est obligatoire depuis 2003 lorsque les autocars en sont équipés. Et c'est effectivement, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de jeunes nous disent ne pas la porter. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important, puisque si il y avait eu la ceinture dans l'autocar de Roquemort, l'accidentologue Monsieur Botto nous a dit qu'il y aurait eu 4 fois moins de tués. Et donc peut-être que Baptiste et Florence auraient été parmi ceux qui auraient pu être sauvés. Quand je rencontre des jeunes de collège, surtout que Baptiste avait 15 ans à l'époque, et je me suis bagarrée avec lui pour qu'il porte sa ceinture, parce qu'à l'époque, c'était tout le début, donc il fallait qu'à l'avant il mette toujours sa ceinture. Je me suis bagarrée avec lui
il l'avait bien intégré et malheureusement c'est le manque de ceinture qui l'a tué, quoi. Donc c'est vrai que pour moi j'insiste fort auprès des jeunes en disant, voyez, le manque de ceinture l'a tué et vous aujourd'hui vous avez la possibilité de la mettre et vous la portez pas, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui m'est fort important, quoi, de faire ce témoignage auprès des jeunes. Donc pour commémorer le 20e anniversaire de cet accident, notre fils Benjamin a imaginé descendre en vélo jusque Roquemaure. Et donc l'association s'est jointe à lui pour réorganiser et organiser l'événement. L'idée m'est venue de partir de Valenciennes et faire vraiment le trajet de l'autocar jusqu'au lieu de l'accident à Roquemaure, et en vélo. Et puis pour l'association, je me suis dit que ça pouvait être encore mieux si on pouvait en parler, pour la ceinture de sécurité dans les autocars, pour l'association, et puis pour que c'est un rayonnement encore un peu plus important, puisqu'en plus comme ça devient maintenant quelque chose d'un peu plus national, que c'est vachement plus d'impact. Depuis l'accident, je suis jamais revenu sur place, j'ai jamais osé, voulu revenir sur place, parce que pour moi c'était vraiment un traumatisme trop important. Mais là c'est 20 ans. Pour moi ça devient vraiment important d'y retourner sur place, et j'avais envie de le faire d'une certaine manière. Il se trouve que je fais pas mal de sport et j'avais envie de faire un événement un peu sportif pour justement me dépasser et puis donner envie aussi peut-être à d'autres personnes de le faire avec moi. Et le projet sportif pour moi c'était indispensable, c'est vraiment ça pour moi qui m'a fait un peu m'en sortir. Je pense que le sport m'y a beaucoup aidé, et c'est aussi pour ça que je continue maintenant et que je propose cet exploit, ce challenge sportif, quoi.